Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e opus de Brut de préférence, les interviews au sein de Volodalen. Aujourd'hui on discute, on level up, on discute un petit coup avec Aurélien. Alors Aurélien, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, salut, alors du coup je m'appelle Aurélien Patoz, je viens de France, dans le Doubs. Et puis alors j'ai fait mes études à l'EPFL, qui est une école d'ingénieurs à Lausanne. Et puis là-bas j'ai étudié la chimie, du coup j'ai fait un bachelor, un master, puis ensuite j'ai embrayé sur un doctorat en chimie. Je faisais plutôt de la chimie théorique, ça veut dire en gros je faisais des calculs sur l'ordinateur pour essayer de voir comment réagissent les molécules dans un certain état. Et puis bon, c'était très abstrait, très complexe. Et puis au final, ça n'a pas été un très bon mariage, ce doctorat. Et bon, du coup, j'en ai eu un peu marre de faire ce genre de chimie. Et puis pendant ce doctorat, je me suis mis à faire de la course à pied, et puis plutôt du trail en fait. Et puis j'ai bien accroché. Et puis bah, vu que je suis quelqu'un assez connaissant, je me suis dit que je voulais vraiment me renseigner sur le sujet. Du coup, j'ai commencé à lire pas mal de bouquins. Et puis au final, j'ai vu qu'il y a l'université qui est à côté de l'EPFL à Lausanne qui offrait un master en sport. Du coup, je me suis renseigné si c'était possible d'intégrer ce master. Et puis, par chance, j'ai pu faire ça. Du coup, après, j'ai embrayé sur un master en sport. Et puis, pendant ce temps, je devais aussi trouver un travail pour pouvoir subvenir à mes besoins. Du coup, j'ai aussi trouvé l'entreprise Volodalen. Et puis, je travaillais pendant 2 ans là-bas pendant que j'ai fait le master à 30%, quelque chose comme ça. Et puis ça s'est plutôt bien passé, le master aussi, et du coup depuis ce temps-là, je suis avec Volodalen en fait. Et puis actuellement, après ce master, on a fait une demande de financement avec l'entreprise Volodalen et aussi l'université de Lausanne, et on a eu la chance que ça soit accepté. Du coup, c'est un projet qui vise à financer le développement à but de créer un produit commercialisable pour l'entreprise. Et du coup, ce projet, on a commencé ça en début 2020 et on a encore jusqu'à mi-2023. Donc actuellement, je suis employé par l'Université de Lausanne en tant que chargé de recherche pour mener à bien ce projet de recherche pour l'entreprise Volodalen. Ok, et du coup, on était passé de la chimie quantique aux sciences du sport, c'est un peu un saut... Ouais, c'est ça, il y a un gap qui est assez immense, on va dire. Du coup, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la chimie, j'ai appris pas mal de méthodes qui permettaient de calculer certaines choses et qui étaient vraiment très abstraites. Mais finalement, ces méthodes, on utilise tout le temps les mêmes méthodes. C'est juste qu'on les applique de façon assez différente, suivant le topic sur lequel on travaille. Donc du coup, ces méthodes, elles restent. En tout cas, de mon point de vue, c'est presque les mêmes méthodes, mais elles sont juste appliquées de façon différente. Et puis maintenant, elles sont appliquées à quelque chose qui est beaucoup plus concret. Et puis typiquement, on utilise une méthode et puis on voit directement le résultat sur une personne, par exemple, à la course à pied. Ok, donc tu es là pour qu'on discute un peu de ce projet. Donc si j'ai bien compris, on va essayer de mesurer à partir d'outils, mesurer ce qu'on appelle les préférences, donc terrien, aérien, et puis d'autres éléments. Alors peut-être comme première question, est-ce que tu peux nous dire où en est aujourd'hui la science par rapport à la mesure des préférences? C'est quoi les méthodes pour mesurer terrien, aérien et puis les autres préférences? Alors en fait, avant que j'arrive à Volodalen, l'équipe avait développé une méthode qui est subjective. Donc on a une échelle qui s'appelle l'échelle Volodalen, où on vient regarder la personne courir, et puis suivant comment on voit la personne en train de courir, on lui met un certain score sur certains paramètres. Là, dans cette échelle, il y en a 5. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, on score 5 critères. Ensuite, on a un score global, et puis suivant ce score, on a si la personne est plutôt terrienne, plutôt aérienne. Alors, c'est un continuum. Du coup, c'est soit on est très terrien, soit on est très aérien, mais on peut aussi être au milieu, ou on peut être un peu terrien, un peu aérien. C'est vraiment un continuum. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 façons de faire, mais il y en a plein de possibles. Et puis, comme j'ai dit avant, c'est une méthode subjective. Du coup, ça veut dire que cette méthode, elle a quand même pas mal de biais. Parce que déjà, si on est novice dans la méthode, on n'aura pas forcément les mêmes critères d'évaluation que si on est expérimenté. Et ensuite, chaque expérimentateur va avoir sa propre façon de voir les choses. Et du coup, ça peut mener à des résultats qui peuvent différer suivant les expérimentateurs. Alors, cette méthode, elle a été validée scientifiquement. Ça veut dire qu'il y a des articles scientifiques qui sont apparus et qui parlent de cette méthode. Et puis en plus, on a aussi validé la méthode de sorte à ce que si on est novice ou si on est expert, on trouve à peu près les mêmes résultats. Mais c'est quand même subjectif, du coup il y a quand même certaines limites
à cause de ce point qui est le plus gros point. Il y a un biais d'expérimentateur, on va dire. Et du coup, comment on peut faire pour le mesurer de manière plus objective alors? Est-ce que tu as des pistes? Alors du coup, on pourrait très bien prendre des outils de mesure qui vont donner directement ce genre de mesure. Typiquement, j'ai dit que cette méthode, elle est basée sur 5 critères. On pourrait très bien imaginer qu'on ait un outil à disposition qui permette de mesurer chacun de ces critères. Alors ça, c'est aussi une étude qui a été faite. Par exemple, si on prend des caméras qui sont capables de voir le mouvement en 3 dimensions, on peut, avec ce mouvement qu'on a en 3D qui est maintenant sur l'ordinateur, on peut calculer chacun de ces paramètres. Et puis si on arrive à faire ça, on a une mesure objective de chacun de ces paramètres. Et puis une fois qu'on a une mesure objective, on peut de nouveau retrouver notre score vol d'haleine. Et puis comme ça, on a de nouveau le score, mais maintenant il n'y a plus aucun biais parce que c'est vraiment l'outil de mesure qui nous donne quelle est la valeur de ce paramètre. Et puis maintenant on n'est pas dépendant de l'expérimentateur, mais on est vraiment dépendant de la précision de l'outil de mesure. Puis du coup, si on compare subjectif versus objectif là, sur la méthode que tu décris, c'est quoi les correspondances? Ouais, alors on a fait ce genre de corrélation et puis ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a plutôt une bonne corrélation, mais c'est pas non plus parfait. Ça veut dire que c'est de l'ordre de 70%. Donc ça veut dire que normalement l'expérimentateur, ce qu'il va trouver, il va donner un score et puis la méthode objective, donc les caméras, elles vont donner un score et puis à 70% des cas, ça va être plutôt la même chose, mais ça peut aussi différer quand même pas mal. Ouais, donc dans 2 à 3 fois sur 10, on va dire que la personne est aérienne alors qu'en fait elle est terrienne, c'est ça? Pas forcément terrienne, mais si le score il va de 0 à 10 et puis que l'expérimentateur a mis 10, c'est possible que les caméras trouvent quelque chose qui soit plutôt de l'ordre de 6 ou 7 en fait. D'accord, donc elle resterait quand même aérienne la personne? La personne resterait aérienne. Et c'est possible que dans certains cas, mais encore moins fréquemment, on se trompe complètement puis qu'on soit à l'autre côté du continuum. Mais c'est quand même assez rare parce que quand même on arrive à voir avec nos yeux quelque chose qui est aussi mesuré. Sinon ça veut dire que notre méthode elle serait pas du tout valide finalement. Ouais, donc en fait c'est les personnes qui vont être un peu au milieu du curseur qui sont susceptibles de changer de catégorie. Exactement, mais du coup c'est moins grave parce que ces personnes qui sont au milieu, finalement si elles sont un peu au milieu du côté aérien ou un peu au milieu du côté terrien, ça va pas changer grand chose dans leur façon de fonctionner. D'accord. Mais alors là, tu parles d'outils qui sont assez lourds, parce qu'on parle de caméras 3D, de mesures, donc des prix qui sont importants, et puis une structure qui doit être importante autour de la zone de testing. Est-ce qu'on peut le faire de plus simplement, ces mesures? Ouais, tout à fait. Ouais. Ce que j'ai pas mentionné, c'est exactement. Du coup, ces caméras, on a besoin de 8 caméras en général, minimum, parce que on a besoin de voir le corps en 3 dimensions, et du coup, devant, derrière, sur les côtés. Et puis, c'est quelque chose qui coûte vraiment très cher. Et après, ça peut quand même se transposer. Non, on se fait plutôt ça à l'intérieur, ça peut se transposer à l'extérieur, même si on est quand même dépendant de la lumière, ça peut devenir compliqué. Et puis, notre zone de mesure, elle est assez faible finalement. En général, on met ça autour d'un tapis. Du coup, là, si on court sur le tapis, on peut avoir beaucoup de pas. Mais si on imagine à l'extérieur, pour une même zone de mesure, on va devoir passer plein de fois dans cette zone pour avoir beaucoup de pas. Et ça peut poser des problèmes ou ça peut être vraiment compliqué. Aussi l'installation de ces caméras, c'est compliqué. On doit mettre des marqueurs sur la personne, c'est aussi compliqué, ça prend du temps. Du coup, ce serait pas mal de trouver des choses qui permettent de faire ça et qui soient moins coûteuses et puis beaucoup plus portatives. Et par exemple, ce qui existe sur le marché, qui est assez à la mode actuellement, c'est les centrales inertielles qui sont composées d'un accéléromètre et d'un gyroscope. Et puis, ce qu'on essaie de faire, là, dans le projet InnoSuisse que je mentionnais au début, c'est d'avoir cette centrale inertielle et puis d'arriver à prédire le mouvement. Ça veut dire essayer de dire si la personne est plutôt terrienne, plutôt aérienne. Ok, mais ça mesure quoi du coup? Ça mesure pas la même chose que des caméras 3D qui vont peut-être mesurer le mouvement des bras ou l'oscillation de la tête? Non, là, exactement. La centrale inertielle, elle mesure. Exactement. Alors nous, on met notre centrale inertielle sur le sacrum, ça veut dire au bassin, ici dans le dos, derrière. Et puis en fait là ça va mesurer une accélération, donc comment notre bassin il l'accélère, on le met au bassin parce que c'est le centre de masse de la personne. Du coup on a toutes ces accélérations et puis on a aussi un gyroscope qui permet de voir comment le bassin tourne autour de lui-même dans les 3 axes. Et du coup, comme Thibaut l'a dit, ça mesure vraiment quelque chose de différent. Donc avec les caméras,
Typiquement, on s'amusait à regarder le mouvement des coudes, on s'amusait à regarder si on avait une pose de pied plutôt avant-pied, plutôt au talon, si on oscillait beaucoup ou pas. Et ben là, notre centrale inertielle, finalement, elle va mesurer de façon à approximer les forces qu'on met au sol. Et puis avec ça, on va être capable de retrouver quel est le temps de contact, quel est le temps de vol quand on est en train de courir. Et puis du coup, si on a ces deux paramètres, on a aussi quel est le rapport entre le temps qu'on passe au sol par rapport au temps qu'on passe à faire un pas, par exemple. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle le duty factor. Et ça va nous permettre de dire si on oscille beaucoup ou si on oscille pas beaucoup, parce qu'il y a une bonne corrélation entre le fait d'osciller ou pas et ce paramètre. Et puis du coup, on a trouvé que finalement, utiliser le duty factor, donc le temps qu'on passe au sol par rapport au temps qu'on met à faire une foulée, ça va être assez relié à la façon qu'on a de courir si on est terrien ou aérien. Alors de nouveau, c'est pas parfait. On a écrit un papier qui dit qu'on a environ 60% de chance On a fait une étude avec 60% de chance et une autre étude avec 80%. Et c'est 60% de chance de dire que si on est terrien, alors on aura un duty factor qui sera élevé, puis si on est aérien, on aura un duty factor qui sera bas. Et puis on a aussi une bonne corrélation entre, si on prend le continuum terrien-aérien, donné par le V-score ou par les caméras, et le duty factor, on voit que c'est assez bien corrélé. Mais de nouveau, c'est pas la même façon de mesurer, du coup on n'a pas quelque chose de parfait. Ok, mais ça serait quoi l'erreur? Du coup, si on prend, en faisant deux groupes, on a une erreur qui se situe entre 20 et 40%, du coup entre une chance sur 5 et une chance sur 3 de se tromper, disons. Mais de nouveau, on va se tromper plutôt au milieu, et du coup, si c'est au milieu, c'est pas très grave. Pour les extrêmes, normalement, ça marche très bien, puis souvent, c'est les extrêmes qu'on veut être sûr de bien classer, parce que si on regarde pour des applications derrière, si la personne est blessée puis qu'elle est très très terrienne, elle va pas faire le même entraînement ou la même réhabilitation que si elle est très aérienne. Et du coup, pour ces personnes, on a besoin d'être plutôt correct, ce qui est le cas. Et puis pour les personnes du milieu, ils sont capables d'un peu tout faire, du coup c'est un peu moins important si on le classe tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas que ce qu'il est en fait. Ok, donc ces centrales inertielles là que tu parles, c'est un peu ce qu'on a dans les téléphones, hein, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, c'est tout petit, c'est en gros comme ça, on va dire, 3-4 cm en disque, et puis c'est très fin, peut-être un demi-centimètre d'épaisseur. Et puis il y en a un peu partout en fait, dans les téléphones, il y en a aussi dans vos montres, il y en a dans les ceintures cardiaques, c'est possible. En fait, nous, ce qu'on utilise, c'est la ceinture MoveSense. Donc ils ont développé, c'est ceux qui ont développé la ceinture cardiaque pour Suunto, et puis ils ont aussi développé une ceinture cardiaque avec un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de température à l'intérieur. Du coup, nous on utilise ça, donc on pourrait très bien le mettre sur au niveau du cœur pour avoir le cœur en plus, mais on a décidé de le mettre au sacrum parce qu'on est plus proche du centre de masse, puis en première approximation on pense que c'est là le mieux pour avoir le mouvement global du corps. Et puis on pourrait aussi se dire on prend le téléphone. Le seul problème c'est que courir avec son téléphone peut-être c'est moins bien, du coup juste mettre une ceinture c'est un peu plus facile. Et par la suite, on pourrait aussi imaginer utiliser les montres, en fait, et directement mettre nos algorithmes dans les montres, et puis on aurait quel est notre... est-ce qu'on est plutôt terrien, plutôt aérien, juste simplement en utilisant notre montre. Mais là, tu dis qu'il y a plein de trucs dans ces accéléromètres. Il y a un gyroscope, un accéléromètre, fréquence cardiaque, température. Ouais. Comment tu fais pour... parce que je suppose que toutes ces données, elles reviennent quelque part sur un ordinateur, et du coup, tu en as plein. Et du coup, comment tu fais pour faire le tri, pour déterminer finalement les temps de contact et les temps de vol? C'est quoi, c'est ces fameux algorithmes? C'est des algorithmes, exactement. Alors, on n'a pas plein de données parce qu'on peut choisir celles qu'on veut faire remonter. Donc, si je demande à avoir seulement l'accélération, j'ai que l'accélération. Et si je demande tout, j'ai tout. Alors, en général, on demande le moins possible. Comme ça, on utilise le moins d'énergie possible. Parce que, oui, ces senseurs, ils ont besoin d'une pile. Et puis, ce qu'on veut, c'est pas changer notre pile toutes les 5 minutes. Du coup, en général, on n'utilise que ce qu'on veut comme ça. On a plus de temps de durée d'utilisation. Et puis du coup, exactement, je remonte l'accélération, et puis une fois que j'ai ça, je dois découper ce signal de façon à ce que je trouve le temps de contact et le temps de vol. Et comme je disais avant, l'accélération, finalement, c'est la force qu'on applique au sol, et puis quand on applique une force au sol, on est en contact avec le sol, puis quand on n'applique pas de force, on est en train de voler. Alors du coup, la façon de découper ce signal, ça va nous permettre d'obtenir temps de contact, temps de vol. Et c'est un algorithme, ça veut dire que c'est une suite d'opérations qu'on écrit
dans un langage informatique. Alors on peut choisir ce qu'on veut, soit Python, soit C++, soit ce que vous voulez, il y a tout qui fonctionne, c'est juste le langage dans lequel on est le plus à l'aise. Et puis ces suites d'opérations vont mener au final à avoir les paramètres qu'on veut. Donc dans notre cas, temps de contact, temps de vol, pour ensuite recalculer duty factor. Ok, ouais. Du coup, ça me paraît très complexe, ces langages, c'est à la portée de tout le monde, ou c'est bon, je suppose pas mal de formations. Ça demande de connaître tout ça, effectivement. Et ça, c'est ce que tu as appris en chimie? Exactement, c'est là que mon expérience en chimie, bon, pas vraiment chimie, parce qu'en chimie, il y a plein de branches différentes dans la chimie, mais moi, j'étais axé plutôt dans la chimie théorique. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en chimie théorique? C'est on crée des algorithmes pour calculer certaines choses. Moi, dans mon cas, je faisais de la chimie quantique, rien à voir, mais j'ai utilisé des algorithmes et du coup de la programmation. Et puis, ce côté-là que j'ai dans mon passé, je peux maintenant l'utiliser en sciences du sport pour calculer ce genre de choses avec des centrales inertielles. Ce qu'une personne formée en sciences du sport classique pourrait pas faire exactement. Ok, ou alors il se serait formé en dehors de son cursus classique. Par son propre plaisir, si ça l'intéresse, exactement. Donc je suppose qu'avec ces capteurs-là, on peut mesurer plein d'autres choses. On s'arrête à temps de contact, temps de vol et puis duty factor, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, je sais pas, mesurer entre droite et gauche la différence, mesurer peut-être le déplacement du bassin ou Ouais, exactement. On peut. Alors, il faut toujours se rappeler que ce qu'on mesure, c'est simplement l'accélération qu'on a au niveau à l'endroit où on met le senseur. Donc, dans notre cas, on l'a mis au niveau du bassin, et donc on a l'accélération du bassin. Et on a aussi la vitesse angulaire du bassin donnée par le gyroscope si on veut, si on demande à souscrire à ces données-là. Et puis si on a ça, on peut essayer de voir comment notre bassin bouge pendant la course. Et puis on a aussi des méthodes qui permettent de savoir, en mettant le senseur au bassin, si on est sur la jambe gauche ou sur la jambe droite. Du coup, ça va nous permettre de dire, ok, ce temps de contact c'est du côté gauche, puis ce temps de contact c'est du côté droit. Pareil pour le temps de vol, et puis aussi pareil, mon bassin, comment il bouge du côté gauche ou du côté droit. Et puis si on arrive à faire ça, alors on peut dire, ok, est-ce qu'on a une symétrie, une asymétrie entre la jambe gauche et la jambe droite? On pourrait aussi se dire, est-ce qu'on a une jambe qui fonctionne plus en rebond ou plus en poussée, suivant si on a un plus grand ratio contact-vol d'un côté ou de l'autre. Ensuite, on peut voir comment bouge le bassin, si on essaie par exemple, de se tenir en équilibre, et puis on peut regarder, ok, est-ce que j'ai beaucoup d'accélération de mon bassin si je suis en équilibre avec les yeux fermés ou pas, pour voir si je suis plutôt quelqu'un qui est stable, pas stable. Et à chaque fois, il faut venir objectiver qu'est-ce qu'on mesure, et ça nous donne une idée après de où on se situe en fait par rapport à une population donnée. Par exemple, là, dans les formations qu'on donne avec Volet d'Haleine, notamment pour les professionnels de santé, on a un peu catégorisé deux grandes manières de se blesser. C'est des personnes qui n'arrivent pas à trouver leur manière de s'amortir, puis elles deviennent soit trop rigides, trop dures, ou soit trop fluides, trop soft. Est-ce qu'on serait capable d'objectiver ces trop durs ou trop soft avec l'accéléromètre, par exemple? Alors, je pense qu'on est capable. Peut-être un seul accéléromètre, ça va peut-être pas être suffisant. Peut-être que le mettre au bassin, c'est assez compliqué parce que on va juste voir comment notre bassin bouge. Peut-être on est rigide au niveau des chevilles, peut-être on est rigide à l'articulation du genou, peut-être on est fluide au moment où on pose le pied, puis au niveau des chevilles, au niveau des genoux, mais peut-être notre bassin va très bien. Du coup, il faut aussi toujours essayer de se dire, ok, ce que je vois, c'est ça, du coup, j'aimerais mettre mon senseur ici pour essayer de comprendre ce que je vois. Et puis, une fois qu'on arrive à faire ça, alors on peut commencer à essayer de mesurer, mais mesurer directement au bassin, si finalement on se dit que c'est pas ici qu'on voit la plus grande information, peut-être c'est pas le plus pertinent. Mais à terme, on devrait pouvoir y arriver. Mais à terme, on devrait pouvoir y arriver, exactement. Et après, peut-être c'est pas non plus temps de contact, temps de vol qui va nous dire si on est rigide ou pas. Peut-être ça va être une certaine mesure de l'accélération qu'un autre algorithme aura réussi à calculer, et puis qu'on va voir que ça semble fonctionner. Ce serait par exemple quoi, l'impact, la force maximale, ça serait... Par exemple, comme ça, je ne peux pas vraiment le dire, il faut vraiment faire des recherches, essayer de mettre en relation ce qu'on voit à ce qu'on mesure. Ensuite, peut-être il faudrait prendre un gold standard sur ce qu'on a mesuré avec le senseur, parce qu'il ne faut pas oublier que ce senseur, ce n'est pas la vérité absolue, ce n'est pas le gold standard qui est... Gold standard, j'entends, c'est... En science, on parle de gold standard quand c'est
l'outil de mesure qui est le plus juste possible. Alors typiquement pour le temps de contact, temps de vol, ce serait une plateforme de force parce que ça mesure directement la force qu'on met au sol. Et puis le senseur, lui, mesure la force de façon implicite dans le sens où en le mettant proche du centre de masse, on a une approximation de la force qu'on met au sol. Parce que tout à l'heure tu disais que l'accélération c'était la force. Oui, l'accélération en soi c'est la force. Si on prend la deuxième loi de Newton, on a la force qui est égale à la masse fois l'accélération, et c'est l'accélération du centre de masse, et si on met le senseur sur le sacrum, c'est très proche du centre de masse, donc on peut approximer ça à la force. D'accord, mais ça reste différent de la mesure d'une plateforme de force Ça reste exactement, ça reste très différent parce que de nouveau on a un senseur, on n'a pas une plateforme de force, du coup ça mesure pas exactement la même chose. De manière interposée ça mesure la même chose, mais il y aura toujours un biais de l'outil de mesure et puis un biais de précision. Ok, mais du coup tout ça finalement c'est toujours à l'état de recherche, ou c'est déjà quelque chose qu'on peut utiliser sur le terrain? Si moi je suis professionnel de santé et que je veux l'utiliser dans mon cabinet, par exemple cet accéléromètre, est-ce que je peux le faire, ou est-ce que ça demande encore du temps et puis Non, alors on peut déjà commencer à l'utiliser. On a sorti certaines publications scientifiques où on utilise cet accéléromètre, on le met sur le bassin et puis on vient voir la précision de notre temps de contact, temps de vol par rapport à une plateforme de force, donc par rapport au gold standard. Et puis ce qu'on trouve, c'est qu'on a des biais d'environ 20 millisecondes pour le temps de contact et le temps de vol, et puis on a aussi estimé la force maximale quand on est au contact avec le sol, et puis on a aussi un biais qui est très faible, donc chaque fois c'est de l'ordre de 5-10%, ce qui est le même genre de biais que ce qu'on aurait si on approximait le temps de contact et le temps de vol avec des caméras, donc juste en regardant où on pense que le pied touche le sol et où touche pas le sol visuellement avec les caméras. Donc du coup on est dans le même ordre de grandeur pour l'erreur, et puis pour la force on est meilleur que si on prenait une équation qui approxime la force par exemple. D'accord, donc peu importe finalement ce qu'on utilise, est-ce que si c'est une caméra ou qu'on place derrière le coureur, on le fait courir sur un tapis, puis on mesure temps de contact, temps de vol avec une application qui le permet. Aujourd'hui il y en a des applications sur le téléphone. Ça serait aussi juste que l'accéléro et la plateforme de force? Alors ça dépend de l'application, ça dépend de l'algorithme qu'il y a derrière, ça il faut aller voir la science pour voir comment est la précision de cette application, mais moi si je me réfère à ce que j'ai cité dans les articles, on est dans le même ordre de précision, ou même peut-être des fois un petit peu plus précis. Et on a fait ça sur un tapis roulant, mais l'avantage c'est que de nouveau c'est un senseur qui est tout petit, du coup maintenant on peut dire à la personne va courir dehors, va faire ta sortie de course à pied sur route, sur trail, et puis on sait que les portions plates elles seront plutôt précises parce qu'on a validé ça sur un tapis roulant. Alors maintenant on ne sait pas ce que ça donne en montée ni en descente parce qu'on n'a encore jamais fait ce genre d'études. Mais ça accélère aussi, non? Quand ça accélère, nous on a validé entre 9 et 13 km/h, donc potentiellement plus il va aller vite et moins on va être sûr de qu'est-ce qu'on est en train de mesurer avec ce senseur. Ok. Exactement. Ouais. Ok, tu as d'autres biais, on pourrait dire, qu'il faudrait pas, parce que si demain moi j'acquiers un accéléromètre et puis j'arrive à ressortir des données, puis je mesure temps de contact, temps de vol, j'arrive à me débrouiller avec... Est-ce qu'il y a des choses, il faut que je fasse attention? Je sais pas, on a parlé de course sur tapis ou extérieur, mais est-ce que, par exemple, je sais pas, si ma personne elle bouge de droite et de gauche sur le tapis, est-ce qu'il y a des conditions expérimentales qui biaiseraient le résultat? Il faudrait faire attention quand on le fait en cabinet. Oui, il faut toujours faire attention, c'est clair. Si la personne est en train de courir de façon très très étrange et que c'est pas du tout habituel, certainement que notre senseur il aura jamais vu quelqu'un qui court comme ça, et puis du coup il est potentiellement capable de sortir quelque chose, mais ce qui sort, peut-être c'est complètement irréel et absurde. Du coup, de nouveau, ce qu'il faut bien se dire, c'est que on voit un résultat sur un téléphone parce qu'on a mis un senseur dans le dos d'une personne, mais on doit toujours se remettre en question, regarder ce qui sort, et puis est-ce que c'est quand même à peu près qu'est-ce que moi j'aurais vu en tant qu'expérimentateur? Alors si on est un expérimentateur novice, on n'arrivera pas à le dire. Mais en général, ça s'adresse à des professionnels de la santé, donc ils ont l'habitude de voir des gens courir tous les jours, du coup ils
peuvent quand même se dire plus ou moins si ça semble correct ou pas. Oui, parce qu'on voit des fois les personnes, quand c'est la première fois qu'elles montent sur un tapis, elles n'arrivent pas, elles courent de manière Ils étrange. ont peur, c'est pas leur façon naturelle, exactement. Et du là, coup, on se tromperait complètement du coup. oui, et là c'est même indépendant de l'outil de mesure. Ici, c'est si on met la personne sur un tapis et puis qu'elle n'a jamais fait ça, peut-être elle n'adopte pas du tout sa façon naturelle de courir. Il faut bien remettre dans le contexte qu'on essaye de mesurer les préférences. Les préférences, ce qu'on entend par là, c'est la préférence de la personne. Du coup, c'est comment elle court dans sa nature. Alors, si elle monte sur un tapis qu'elle n'a jamais couru puis qu'elle semble effrayée, elle ne va certainement pas prendre la façon dont elle court dans sa nature. Il y a aussi d'autres biais qui sont que des fois, les paramètres ne sont pas les mêmes si on court sur un tapis ou si on court dehors. Du coup, potentiellement, une des futures études qu'on va mener, c'est maintenant aller dehors, prendre notre senseur et puis mesurer avec ce senseur ces paramètres, temps de contact, temps de vol, et puis aussi avoir un autre gold standard. On pourrait mettre une plateforme de force comme gold standard, mais c'est très compliqué, très coûteux. Il y a d'autres outils qui sont validés et puis presque gold standard ou silver standard, on peut appeler ça. Et puis si on fait ça, on aura aussi une idée de est-ce que notre senseur il est aussi robuste à l'extérieur. Alors moi j'ai pas vraiment de doute sur ça, mais je dis toujours faites attention parce que quand même un niveau scientifique il est encore pas validé en extérieur. Ouais, donc ça c'est un peu une suite un peu proche de la suite des travaux. Logique, exactement. Et ce serait quoi la suite à, je sais pas, à 2, 3, 5, 10 ans sur ces mesures des préférences? C'est d'arriver à objectiver toutes les préférences qui existent. Alors on sait qu'il n'y a pas seulement terrien-aérien, mais il y a aussi jambes de flexion, jambes d'extension. On sait qu'on a aussi le côté associé-dissocié. On sait qu'on a beaucoup de réflexes qui ne sont pas vraiment des préférences, mais qui restent très importants pour analyser les personnes quand elles sont blessées ou dans leur façon de faire leur sport. Et du coup, l'idée, ce serait vraiment d'arriver à objectiver toutes ces différentes choses. Et de nouveau, en essayant d'utiliser un senseur, parce que ça nous semble la façon la plus simple de le faire par rapport à des caméras. Et du coup, tu arriverais à mesurer un réflexe dans la course avec le senseur? Non, ou alors ça serait d'autres tests? Exactement, on ne ferait pas forcément de la course. De nouveau, on doit faire tout un processus de recherche, ça veut dire mener une expérimentation. Du coup, pour mener une expérimentation, on doit faire toute une réflexion en amont de se dire ok, comment est-ce qu'on pourrait mesurer ça? Qu'est-ce qu'on regarde? Alors, est-ce qu'on regarde un réflexe en courant? Des fois, oui, mais finalement, c'est une conséquence d'avoir ce réflexe. Du coup, on pourrait se dire, okay, comment est-ce que je vois si la personne a ce réflexe? Et puis, si elle a ce réflexe, c'est ça qui se passe dans peut-être un test statique ou avec un tout petit peu de mouvement. Du coup, on pourrait essayer déjà d'objectiver ça, puis ensuite se dire, ok, ce réflexe, des fois, il se voit dans la course. Et s'il se voit dans la course, c'est ça qui se passe. Ah, ok, c'est ça. Du coup, je mettrai un senseur ici, je viendrai essayer de mesurer ça. Et puis, si ça fonctionne, au final, on est content parce qu'on arrive à notre but ultime qui est, ok, maintenant, sans être un expert, j'arrive à objectiver si cette personne semble avoir ce réflexe et puis si elle l'a ou pas, ça va me guider dans mon processus de réhabilitation ou de performance ou de quel exercice faire pour ma prépa physique. Ouais, d'accord, parce que tu arriverais à objectiver les pathologies ou pas avec ces trucs? Ouais, les pathologies, ça commence à devenir très complexe. Je pense qu'au niveau pathologie, peut-être on arrive à créer des modèles qui sont capables de prédire si la personne va se blesser ou pas. Même s'il faudrait un modèle très très systémique parce que ça semble vraiment compliqué de dire ok, juste avec ma charge d'entraînement je risque de me blesser pas. Il y a beaucoup trop de facteurs autres qui peuvent amener à la blessure. Juste quelles chaussures j'ai utilisées peuvent être un problème. Est-ce qu'aujourd'hui ma façon de courir a légèrement changé parce que ci ou parce que ça? Du coup, peut-être prédire le type de blessure, pas. Donner quelle est la blessure, ça semble aussi vraiment très compliqué. Mais par contre, on pourrait peut-être dire oh attention, on est dans une zone où on ne sait pas trop ce qui va se passer dans la suite. Faites un petit peu attention à ce que vous êtes en train de faire. Et puis on pourrait aussi dire ok, je suis blessé. Le professionnel de la santé voit le type de blessure et puis on pourrait essayer de remonter à l'origine de la blessure. Ok, cette blessure, elle est là et puis elle est due à ce problème dans ta course ou cet autre problème. C'est passionnant tout ça en fait. C'est assez intéressant, oui, et ça demande beaucoup de réflexion, ce qui est très cool. Ouais, et puis t'en as encore pour super longtemps.
Bon, en fait, si on regarde, ça pourrait durer à l'infini, oui, parce qu'on trouve toujours aussi des nouvelles choses à venir regarder, des nouveaux concepts à mettre en place, à prendre en compte pour s'améliorer finalement dans notre prise en charge des patients. Et peut-être pour terminer cette interview, est-ce que tu as, je sais pas, un conseil à donner aux professionnels de santé, par exemple, Moi, je suis très axé connaissance et puis j'aime bien le côté très rationnel. Du coup, on sait qu'on a plein d'outils disponibles à nos jours pour mesurer des choses. Donc, je dirais qu'il faut en profiter, il faut les utiliser, essayer tout ce qui est disponible. Et puis, plus on a de données, plus on arrive à rationaliser quelque chose avec ces données. Et puis, plus on arrivera à trouver quelque chose. Parce que potentiellement, ce qu'on voit avec l'œil, si on le mesure avec tous ces outils disponibles sur le marché, même si on prend juste le téléphone et l'accéléromètre qui est dedans, plus certaines applications pour les vidéos qui mesurent des angles, qui mesurent des accélérations, qui mesurent plein de choses, on objective ce qu'on a vu avec l'œil et puis potentiellement on peut faire des liens et se dire ce que je vois là maintenant c'est dû à ci, c'est dû à ça, et puis ensuite on peut faire un peu plus de recherche puis mener vraiment, arriver à quelque chose de correct finalement et très intéressant. Merci Aurélien. De rien, merci à toi.